Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Échiquier International en direct de HAL 24 News. Aujourd'hui, nous allons parler de ce pétrolier russe intercepté dans les hautes mers Méditerranée par la marine française. Que vaut cette histoire et surtout, quels en sont les relents? Tout de suite avec nos invités, les éléments de réponse. Nous recevons ce soir avec beaucoup de plaisir Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste français, reporter également. Jacques-Marie Bourget, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je ne vois rien du tout. Je n'ai pas de retour image, mais si vous me voyez, c'est bon. On va arranger ça certainement. Et bien sûr, nous rejoint également Dimitri Dokochko, journaliste français. Nos deux invités sont en direct donc de Paris. Pour commencer, Dimitri Dokochko, bonsoir à vous. Moi aussi, j'ai pas de retour image. On va arranger ça, je vous assure. Alors, Dimitri, je voulais juste savoir aujourd'hui cette affaire de l'interception du pétrolier russe par la marine française. D'abord, cette histoire, disons qu'elle intervient dans un contexte géopolitique assez tendu lorsque cela intervient, si vous voulez, au même moment où se tient à Davos, bien sûr, ce grand forum qui a été, si vous voulez, ou qui a pu permettre de voir les dissensions entre l'Union européenne, les États-Unis et bien sûr concernant la crise du Groenland, mais également le conflit en Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que le timing y est pour quelque chose? Alors le timing, il doit y être pour quelque chose. Je ne sais pas à quel point c'est uniquement Davos. Bien qu'à Davos, effectivement, ça a permis à Zelensky de faire encore quelques déclarations et d'essayer de demander les sous du pétrole qu'il y a dans les pétroliers. Bon, c'est normal, hein, il fait toujours sa tournée des popotes, comme on dit. Pour ce qui est du timing en général, d'abord c'est la deuxième fois quand même qu'il y a un acte d'interception d'un pétrolier de la flotte dite fantôme. Alors c'est aussi un piège de langage de la propagande occidentale, évidemment, cette affaire de fantôme, mais ça veut dire simplement que les pétroliers, les bateaux qu'on appelle fantômes ne sont pas assurés à la Lloyd's. Comme vous savez, il y a un quasi-monopole des assurances des bateaux et notamment des pétroliers par la compagnie d'assurance de la Lloyd's, qui est en fait une compagnie anglaise mais internationale. Oui. Et comme par hasard d'ailleurs, aussi bien dans cette interpellation-là d'un pétrolier dans les eaux internationales que dans ce qui s'est passé au large de Saint-Nazaire au mois d'octobre pour ce qui concerne les Français, mais aussi pour ce qui s'est passé avec les Américains qui ont interpellé, eux, un pétrolier sous pavillon russe, effectivement, juste à la fin de l'année dernière. Cette fois-ci, c'est un bateau qui est sous pavillon comorien. Alors, oui. Le prétexte juridique de l'acte, qu'on ne peut pas appeler autrement qu'un acte de piraterie, bien sûr, mais qui vise essentiellement à provoquer une réaction dure, si possible, de la Russie pour justifier des éléments d'escalade. C'est en tout cas la façon dont le comprennent les Russes, et c'est pour ça qu'ils essayent de se garder de réagir trop violemment. Bien sûr que ça peut aller vers une escalade. Maintenant, les Russes, visiblement, estiment que ce sont les Anglais qui sont dans le coup, notamment parce que la Lloyd perd évidemment tous les marchés de l'assurance et que ça, c'est insupportable pour elle, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent hein, d'assurer un pétrolier. Et donc, apparemment, ce que veulent essayer de faire les Russes, c'est de démontrer l'implication anglaise dans cette affaire. C'est les Anglais qui ont signalé aux Français le passage de ce pétrolier à Gibraltar et c'est les Français qui sont intervenus pour le compte des Anglais, comme ça arrive souvent dans l'histoire, malheureusement pour la France, je dirais. Oui. Eh bien, là, les Russes vont essayer de le démontrer et notamment en essayant de se faire interpeller un pétrolier, cette fois-ci directement par les Anglais et non pas
soit par les Français, soit par les Américains. Et là, on va voir comment ça va se passer justement au niveau des escalades, parce que évidemment, ce qui peut aboutir, c'est que les pétroliers dits fantômes, mais ça représente une centaine de pétroliers dans le monde, hein. Donc ils ne peuvent pas être tous escortés par des bateaux russes. Oui. En revanche, il est possible d'envisager qu'il y ait une dizaine de soldats qui soient mis sur chacun des pétroliers. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent tirer si jamais il y a une intervention dans les eaux internationales? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'évidemment, l'escalade se produit. Et c'est le piège. Donc, ils sont devant une situation effectivement assez difficile. Oui, et au fait, vous avez quand même précisé que ils n'auraient pu le faire n'eût été l'aide justement de l'aide de la Grande-Bretagne. Au fait, les médias français c'est plus qu'une aide. Oui. C'est plus qu'une aide. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on les a vraiment mis sur le coup. Mais le problème n'est pas là, Dimitris. Le problème, c'est que les médias français ne s'en cachent pas. Ils disent que effectivement, là, la marine française a été aidée par les services de renseignement britanniques, ce qui n'est pas rien. Absolument, bien sûr. Mais c'est pour ça que les Russes aussi considèrent que toutes ces opérations-là sont le fait des Britanniques. Et je vous dis, évidemment, c'est fait aussi par les pays de l'OTAN qui procèdent à ces interpellations. Alors, pour l'affaire de Saint-Nazaire, elle s'est terminée très rapidement, hein. Mais quand même, le bateau a été retenu 5 jours. Et puis bon, il a été libéré. Pour ce qui est des Américains, ça a été plus compliqué. On ne sait pas exactement. On a dit qu'il y avait 2 marins russes de l'équipage qui ont été libérés. Et puis en fait, les sources russes ont démenti. Il semblerait que le pétrole a été volé par les Américains. Et les Russes ont expliqué à un moment que effectivement le pavillon avait été modifié et devenu russe, non pas au port d'attache russe où ça aurait dû se faire selon le droit maritime, mais en pleine mer. Et que donc il y avait effectivement une irrégularité et que c'est sur cette base-là que les démarches juridiques allaient avoir lieu. Évidemment, c'est une échappatoire pour éviter d'en arriver à la force. Oui. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour ce qui est du pétrolier que les Français ont détourné. C'est évidemment, oui, à l'implication de la Grande-Bretagne. On va voir ce qui va se faire un peu plus tard par rapport à effectivement un pétrolier actuellement lancé un peu comme chèvre, hein, je dirais, pour reprendre un terme de chasse, pour voir comment les Britanniques eux-mêmes vont intervenir. Parce qu'il semblerait qu'à chaque fois, ils essayent de faire intervenir des proxys, les Britanniques, alors que c'est effectivement, ça relève plus du champ de l'expérience maritime britannique, la piraterie. Ils ont fait leur force comme ça, hein, en attaquant les Espagnols et en leur volant leur cargaison d'or qu'ils ramenaient d'Amérique du Sud. Oui. Donc, en matière de piraterie, les Anglais n'ont évidemment rien à apprendre. Ils ont à apprendre aux autres. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'ils sont effectivement en train de faire. Très Alors bien. maintenant, oui, le piège est d'essayer de pousser les Russes à l'escalade, incontestablement. Eh ben justement, vous m'avez précédé et effectivement, j'allais dire quel était donc l'objectif. Jacques-Marie Bourget, dans ce cas-là, et au vu de ce qu'on vient de voir et d'entendre, j'allais dire, sur le plan juridique, qu'est-ce que ça vaut justement ces interceptions qui deviennent de plus en plus fréquentes en haute mer par rapport aux navires russes? Ces interceptions relèvent du cinéma, c'est-à-dire que ça permet à Emmanuel Macron de montrer des images à la télévision, on voit des hélicoptères, des forces spéciales, etc., etc., etc. Mais au bout du compte, ça fait pchit, c'est-à-dire le bateau de Saint-Nazaire, après être resté 5 jours à quai, a été libéré et le commandant, que je crois chinois du bateau,
et convoqué pour le tribunal dans 3 mois ou 6 mois, il ne viendra jamais. Donc en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien. Là, je pense que le bateau qui est à Fos-sur-Mer, enfin, qui arrive à Fos-sur-Mer, ça va être la même histoire. On va faire du juridisme sur le pavillon. À quel moment le pavillon est intervenu? Est-ce que c'est un faux pavillon? Et puis, on oubliera cette affaire. Je veux dire, ça relève du spectacle, la société du spectacle. Surtout que quand on voit Macron qui propose à Trump de faire une réunion à Paris avec des émissaires russes. Bon, Trump a refusé. Et on voit mal comment Macron, un jour, invite des Russes à Paris, et le lendemain, fait chasser les pétroliers. C'est le côté incohérent du président français. C'est-à-dire qu'il est incapable de se tenir à une ligne politique fixe et de faire plaisir à tout le monde. Oui. Dans ces cas-là, justement, aujourd'hui, on assiste comme à une sorte de... C'est des bras de fer qui sont en train de naître, ou peut-être aussi à des opérations de com pour essayer un petit peu de sortir de l'ombre. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vient d'annoncer aujourd'hui Macron est une sorte d'opération de com envoyée en direction de la Russie, d'autant plus que ça intervient à un moment où il faut dire que les fissures et la rupture étaient presque manifestes à Davos entre, par exemple, l'Union européenne, les États-Unis, les déclarations de Trump, et bien sûr les Russes. L'autre, j'allais dire avantage, mais enfin, vu du côté Macron, c'est que ça lui permet, sur le plan international, de montrer que lui, il agit, il fait quelque chose, il envoie des parachutistes ou des soldats arrêter des bateaux, enfin, il fait des choses efficaces. Et en fait, j'allais dire, c'est un coup de bateau dans l'eau. En fait, c'est de l'esbrouf. Et ça permet de montrer à Zelensky, à l'Europe, etc., que lui, au moins, agit. Mais c'est complètement, ça mène nulle part. C'est vraiment totalement, là, je répète, la société du spectacle. C'est un film de super production. C'est du James Bond, c'est pas de la politique. Oui. Oui, oui, monsieur Jacques-Marie Bourget, on va vous retrouver. Oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Oui, très bien. Alors, j'allais dire, Jacques-Marie Bourget, finalement, quel intérêt ou quel bénéfice en tirer, ou qu'est-ce que veut faire Macron ou envoyer comme message lorsqu'il déclare, par exemple, il déclare de manière très ouverte que la Marine nationale, je reprends ses propos, a arraisonné justement un navire pétrolier en provenance de Russie. Il s'avère qu'il était en provenance de Mourmansk, donc voilà, et que la guerre que ce bateau est suspecté d'appartenir justement à la flotte fantôme qui finance la guerre d'agression contre l'Ukraine. Ce n'est pas ça l'information, parce que on vient de le voir. On le sait. L'information, c'est que Macron remercie justement la contribution des services britanniques. Donc finalement, ça se confirme de plus en plus. Mais finalement, qu'est-ce que cherche à démontrer Macron en faisant ce genre d'acte, si vous voulez? Oui, je répète, nous sommes dans le spectacle, c'est-à-dire que Macron en plus du spectacle à ses partenaires européens et à Zelensky, etc., que lui au moins agit alors que les autres partenaires ne font rien. Et c'est tout. C'est un truc, c'est quelque chose de symbolique. Il a arrêté un pétrolier, qui a un pavillon des Comores, sous prétexte qu'il est russe. Bon, on peut toujours dire qu'il n'est pas russe. On est dans, il n'y a aucune évidence, quoi. Donc c'est un secret de polichinelle. Il est vraisemblablement, il a une cargaison russe. Mais on est là dans le détail, c'est-à-dire dans 8 jours, cette histoire, à mon avis, sera complètement oubliée. C'est ce qu'on appelle en termes de politique un coup de com', de communication. Communication pour les partenaires européens, communication pour Zelensky, communication pour Trump pour montrer que lui aussi, il est gonflé, la France a des forces, des troupes, etc. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment ridicule. Ça va pas provoquer la guerre comme les incidents du Tonkin avaient provoqué la guerre du Vietnam. C'est un épiphénomène. Voilà, je pense que Poutine doit un peu rire de tout ça, mais pas plus, quoi.
Ben voilà, c'est ça. Dimitri de Kochko, finalement, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, les déclarations de Macron attestent justement que cette opération n'a pu être menée que grâce à la coopération de leurs alliés, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Et ça, bon, c'est démontré. Mais finalement, comme je le disais à Jacques-Marie Bourget, quel est l'objectif réellement d'avoir agi aujourd'hui de la sorte? Est-ce que c'est un message que Macron essaye un petit peu de faire passer d'abord aux États-Unis, parce que de toute façon, de plus en plus, on sent que Macron, en tant que président, est de plus en plus dans son image, un petit peu à chaque fois ébréché par le président des États-Unis. Est-ce qu'il essaie de reconstruire cette image Vous savez, ou... aujourd'hui, il est difficile d'émettre en France un jugement sur le président Macron. Donc on ne va pas juger, mais il est évident que c'est effectivement, évidemment, une opération de communication pour la présidence française, incontestablement. C'est aussi une opération de communication, à mon avis, effectivement, au lendemain de Davos, où l'image que a voulu donner le président Trump du président français n'est sans doute pas la plus glorieuse qu'on puisse imaginer dans les pages d'histoire à venir. C'est aussi sans doute un élément de communication pour l'intérieur, car n'oubliez pas que nos mass médias sont quand même aujourd'hui des caissons de propagande absolument intensifs, et bien évidemment ce genre d'opération reçoit un écho qui présente une présidence décidée, héroïque, qui fait quasiment la guerre contre les pétroliers qui sont dans les eaux internationales, et que c'est tout à fait héroïque, effectivement. Donc, je pense qu'il y a aussi un élément de communication intérieure, incontestablement. En plus de l'aspect un peu rattrapage, justement, après l'image un peu écornée des lunettes noires de Davos. Il y a ces éléments-là qui sont effectivement très importants. Il y a un autre aspect timing qui est, lui, moins connu, c'est que avant-hier, je crois, s'est réuni à Moscou le Conseil de sécurité en matière maritime. Oui. Et justement, les conclusions de ce Conseil maritime ont été remises à Poutine aujourd'hui, je crois, ou hier soir, notamment préconisant les mesures qu'il faut adopter contre les actes de piraterie, contre les pétroliers, les tankers, déclarés comme étant fantômes, c'est-à-dire simplement non assurés à la Lloyd's, ou bien qui transportent effectivement des cargaisons liées à la Russie, que ce soit par l'intermédiaire de l'Inde, puisqu'il y en a quand même beaucoup, ou que ce soit directement, comme ça a l'air d'être le cas pour ce pétrolier-là, qui vient de Mourmansk, et donc effectivement qui a du pétrole russe à bord, tout en étant comorien de pavillon, effectivement. Alors, les décisions, on les connaît pas encore de ce conseil maritime, là, de ce conseil de sécurité maritime. Oui. Mais il est possible, alors je suis pas sûr du tout que les Français étaient au courant, mais les Britanniques qui ont donc indiqué aux Français ce qu'il fallait faire, eux étaient au courant. Donc ce timing ne doit rien au hasard de ce point de vue-là. Donc en plus de l'opération, ça tombe bien si vous voulez. Oui. Pour les Britanniques, c'est tester les Russes et voir un peu ce qu'ils ont pu décider à leur Conseil maritime de sécurité. Pour les Français, ça tombe bien parce que ça rattrape un peu le Davos un peu faible, et puis ça permet de relancer la propagande intérieure contre la Russie, de conforter la russophobie sur laquelle nous vivons actuellement, et donc en matière d'escalade, même quitte sans doute à reparler ensuite
d'idées il faut prendre contact avec les Russes, comme l'a dit le président Macron et comme il a été repris par Madame Meloni de l'Italie. Ça permet d'un côté de se donner un air de dur et puis d'un autre côté de dire on va essayer de chercher une discussion avec les Russes. Mais la tentative de discussion qui a eu lieu en été, d'après les Russes, n'a rien donné puisque les Français n'avaient rien à proposer. Oui. Quoi. Oui, d'ailleurs, je crois que ça a marché un petit peu puisque Zelensky a l'air très convaincu et a félicité le président Macron. Voyons là, donc, dans cette interception, un acte de fermeté nécessaire, pour le citer, pour couper les sources de financement militaire russe. Voilà, ça aurait peut-être... Ça fait son effet. C'est plus important pour Zelensky. Il a dit, faut prendre le pétrole, faut prendre l'argent. Oui, très bien. Jacques-Marie Bourget, est-ce que on peut y voir dans cette interception une sorte de provocation pour voir ce que la Russie peut vraiment faire et de quoi elle serait capable éventuellement, ou est-ce que peut-être qu'à défaut d'avoir trouvé un terrain d'entente à Davos, par exemple, de dénominateur, j'y arrive, commun, par exemple sur le conflit en Ukraine ou au Groenland. Alors aujourd'hui, on cherche à faire des démonstrations de force pour montrer que de toute façon, l'Europe est toujours forte, y compris donc la France, puisque comme disait tout à l'heure Dimitri de Kochko, l'image quand même de l'Union européenne à Davos a été réellement écornée. À Davos, l'Europe s'est servi de paillasson à Trump et on a pu constater que presque la majorité des gens qui ont servi de paillasson étaient extrêmement satisfaits de se faire piétiner parce que personne n'a relevé la tête. C'est absolument honteux, mais quand on sait que l'Europe est une créature américaine, a été construite après la guerre pour être un marché américain, c'est tout, pas une force économique ou politique. On obtient ce qu'on a cherché, je veux dire, l'indépendance aux États-Unis. Nous sommes une colonie américaine. Nous sommes tous le Groenland, c'est-à-dire que nous sommes américains, quoi. Alors oui. Cette histoire de bateau, c'est un peu une amuserie, une plaisanterie, un vaudeville qui permet, je vous répète, de montrer au journal télévisé des hélicoptères avec des types pendus au bout d'une corde. Mais bon, ça va pas. En Russie, ça doit les irriter. Mais s'il devait y avoir une rétorsion, il faut pas qu'un bateau français fasse un écart en mer Noire ou quelque part ou même dans Baltique. Parce qu'ils vont trouver une raison pour la même chose, pour dire que l'hélice n'est pas conforme ou je sais pas quoi, enfin, des arguments. Parce que pour l'instant, tous ces dossiers, c'est pas traité par l'Élysée ou par le ministère des Affaires étrangères. C'est les tribunaux de commerce locaux des ports. Là, il y a eu Saint-Nazaire d'abord. Maintenant, c'est Marseille. Et c'est un préfet maritime qui gère ça. C'est pas vraiment une affaire mondiale. Sauf que c'est vrai que pour la Russie, se faire prendre ces cargaisons de pétrole, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ils vont sûrement trouver une défense, mais alors laquelle, j'en sais rien, mais ils vont bien en trouver une. Très bien. Alors, finalement, pour conclure en quelques minutes, Jacques-Marie Bourget, alors, cette interception, c'est quoi? Une opération de com, démonstration de force ou tout simplement, j'allais dire, une tactique géostratégique? Une volonté de se rapprocher de la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne, comme vous le savez, n'est plus dans l'Europe. Donc, Macron doit faire allégeance aux Anglais pour essayer de trouver un allié solide au sein de l'Europe, parce que les Allemands sont toujours incertains et très liés à l'Amérique. La Grande-Bretagne, évidemment, finira toujours par retomber dans les bras de l'Amérique, on le sait, ça a toujours été dans l'histoire ainsi. Donc, c'est une histoire de communication momentanée. Je crois que l'analyse, après la gifle que Macron a reçue de Trump,
avec ses lunettes et l'histoire d'Evos, où il a raconté encore une histoire de médicaments, où il décrit Emmanuel m'a dit non. Et Trump, à ce moment-là, dit des bêtises, parce que sur cette histoire de médicaments, comme dans beaucoup de choses, Trump raconte vraiment n'importe quoi. Donc, c'est une humiliation pour Macron. Donc, cette espèce de gymnastique, de trucs spectaculaires, principalement au niveau intérieur, c'est une petite manière de montrer qu'on est quand même, au moment où en plus on demande un effort de guerre sur le plan budgétaire, ça démontre qu'on a quand même des forces armées qui sont solides. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Jacques-Marie Bourget. Merci également à Dimitri de Kochko. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres numéros de l'Échiquier international. Au revoir.